suis en train de me rendre compte que je n'ai pas vérifié le micro. Il y a le bouton rouge qui est allumé. Donc Ça s'est allumé. Alors, moi le documentaire que je voudrais faire, je voudrais que ça soit en fait pour un thérapeute. C'est vraiment dans le but d'un thérapeute qui voudrait mettre en place un atelier vidéo, lui donner un peu des outils. Que ça soit tant sur le niveau de la réflexion, de la pratique de soins, que sur concrètement le matériel. L'atelier que j'ai animé au CATTP, je l'ai débuté en 1988. Alors pourquoi j'ai fait vidéo ce que je savais faire avant, en dehors de la psychiatrie, et que l'occasion s'est présentée, quoi. Il fallait trouver des activités pour le CATTP qui s'ouvrait. Un temps dans mes jeunes années, donc on avait utilisé un peu d'abord le théâtre et après on s'est dit le regard des autres est intéressant, mais le retour est, j'ai envie de dire, il manque quelque chose dans ce retour. Il manque la question de la confrontation de la personne aussi, parce qu'on me disait ah bah tiens oui quand t'as joué ça, machin, et les patients souvent. Oh. Donc on s'est dit le support de l'image ça peut être intéressant. Donc on a fait des petites séries dont des bons souvenirs que j'ai gardés, un petit polar tourné en quelques séances sur l'extérieur. Je pratique la vidéo depuis 25 ans à peu près, absolument sans formation à la base, formation vidéo. J'étais sensible au cinéma d'une manière générale et avec un collègue éducateur, on a été sollicité pour faire un document institutionnel et on a décidé de mettre ça en œuvre avec des patients. il y avait un ergothérapeute avant moi qui était là, qui partait et qui avait mis en place des ateliers vidéo. Et donc il m'avait dit ça serait bien que tu viennes, que tu reprennes. Moi à l'époque, la vidéo, je ne connaissais absolument pas. On n'avait pas eu cette formation à l'école. Moi je ne pratiquais pas personnellement. Donc avant qu'il parte, j'ai été pendant 2 jours avec lui pour aller un petit peu filmer, faire quelques plans. Il m'a montré un peu le matériel. Et puis voilà, la semaine d'après, j'avais les patients en atelier vidéo. Donc autant te dire, c'était je m'en souviens, ça date, mais c'était intéressant parce qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout les connaissances techniques, ils en avaient plus que moi. C'était des gens dans le groupe qui pratiquaient déjà depuis 3-4 ans. Et c'était assez intéressant parce que quand j'arrivais plus, il n'y avait plus l'image à l'écran, c'est eux qui me disaient « Ah oui, mais là, le fil, il faut le brancher là ». Et donc, ils m'ont formé du coup, à la technique. Et il y a eu du coup un échange moi que j'ai trouvé riche quoi, parce que j'étais pas du tout en position haute par rapport à eux et c'est plutôt eux qui m'ont apporté un certain savoir-faire. Et du coup c'était bien. Un atelier thérapeutique en vidéo dans un centre de jour, c'est pas une école de vidéo. On vient pas à l'atelier pour prendre des cours de vidéo. A priori, on apprend des choses, si on veut. Moi, personnellement, je ne suis pas professionnel de santé, donc c'est difficilement palpable à mettre des mots là-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Comment je ressens ça, comment ça se passe. Je ne peux pas techniquement vous expliquer de ce qui se passe. Je peux seulement vous dire que ça me fait du bien. Quand vous ne faites plus rien, que vous avez du mal à faire, que faire la vaisselle ou passer l'aspirateur, c'est une montagne des fois. Vous êtes bien content de montrer autour de vous, que ce soit à des amis ou à la famille, si vous en avez, ce que vous faites. Voilà, on a fait un film avec le groupe vidéo. Moi, j'ai participé à ça, j'ai fait ça. Je fais quelque chose. Je ne suis pas là à rien faire. Pour moi, c'est ça l'aspect thérapeutique. C'est de se sentir utile à faire quelque chose, prendre du plaisir à le faire, éprouver même de la joie à l'avoir fait et à montrer ce qu'on a fait, sans parler du relationnel humain avec les membres du groupe, que ce soit les soignants ou les patients. L'objectif thérapeutique, c'est pas de réaliser des films.
c'est de faire en sorte qu'il y ait un groupe qui fonctionne avec un média, avec un outil, que ce groupe fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant dans la vidéo, c'est fédérer comme ça des énergies pour un même projet, pour une même finalité, avec des gens qui n'ont jamais passé devant la caméra et qui sont essentiels à la réalisation, des gens qui vont faire le clap, mais tant que le clap n'est pas donné, rien ne commence. Il y a d'autres activités en ergothérapie où on est ensemble pour faire un projet commun. J'ai vu des gens faire des mosaïques, des grandes fresques, des grands trucs, mais on fait tous la même chose. Là, on ne fait pas la même chose. Et malgré tout, on est tous importants pour ce projet-là. La vidéo, elle traverse plein de champs de travail, des fonctions supérieures. Elle traverse plein de moments aussi où on est entre nous, où on est dehors devant les autres, où on est dehors avec les autres, où on est dehors à l'écoute des autres, où on revient entre nous et on retourne dehors. Donc il y a plein de moments comme ça d'aller-retour avec l'extérieur. Ce qu'on fait dans le cadre de la création a un retentissement dans le cadre de la vie quotidienne du patient et de sa capacité à mettre en œuvre des compétences qu'il acquiert au sein du groupe ou qu'il développe au sein du groupe. Notre rôle, ça va être effectivement de toujours peut-être déjà provoquer, susciter des fois le désir au début quand il a un petit peu de mal à émerger. Ça peut arriver quand il y a des groupes un petit peu plus apathiques que d'autres. Ça va être de faire circuler la parole, de donner la parole à chacun. Quand il y a des gens vraiment très introvertis. Moi, mon rôle dans les groupes-là aussi, c'était de faire en sorte que ce qui soit produit soit aussi bien, au mieux de leur capacité. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire ça. Il faut au moins qu'on fasse ça. Si on est en dessous de ça, je le dis et je dis, bah non. Regardez les images que vous avez faites la semaine dernière. Alors, vous voyez une différence entre ces images-là? Ouais, celles-là, elles sont plus nettes. Ah ouais, celles-là, elles sont carrément floues. Oui, effectivement, celles-là sont plus nettes. Donc, vous avez été capable de ça. On refait parce que vous êtes capable de faire mieux. Et ça, c'est une des difficultés. C'est-à-dire, comment ne pas être trop influent sur le projet, comment ne pas placer les patients face à une difficulté qui va leur paraître insurmontable et à les rejeter dans la symptomatologie parce qu'on les stresse et comment les encourager à creuser encore parce qu'on a le sentiment qu'il y a potentiellement quelque chose de mieux possible pour eux. Et puis qu'ils s'en aperçoivent, qu'ils en tirent une confiance en eux-mêmes, qu'ils puissent, grâce à cette confiance en soi, acquérir des nouvelles compétences plus facilement, en avoir du plaisir et avoir envie que ça continue, ce truc-là. Voilà. La vidéo, ce qu'elle a pour moi de spécifique, c'est qu'elle a plein d'étapes, de l'écriture, du tournage, au montage, à la diffusion, et qu'à chacune de ces étapes, on bosse des qualités, des capacités différentes. Ce qu'on retrouve rarement dans une activité d'expression par ailleurs. Alors, monter un atelier vidéo, c'est pas forcément évident parce que c'est quand même une technique et un langage qu'on n'a pas forcément. C'est un langage particulier, ça s'apprend. Il y a une passivité devant l'image. Donc on avale le truc sans questionnement. Et l'idée, c'est que les patients se demandent comment c'est fait ça. Combien de temps ça dure? Un plan. On a regardé un journal télévisé, compter 1, 2, 3, 4, pouf, 1, 2, 3, 4, pouf. Ça dure pas, c'est court, c'est hyper court. Pourquoi c'est court? Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est court? Qu'est-ce que ça change si on fait durer? Donc nous, on le fait dans cette perspective-là, dans la perspective que les patients soient capables de déconstruire ce qu'ils voient pour mieux voir l'arnaque de ce qu'ils voient. Donc quand on regarde des films, c'est pour déconstruire ça. Comment ça a été fait pour nous faire penser que? Comment ça a été fait pour nous rendre la personne antipathique? La caméra est en dessous, on est en contre-plongée, il a l'air dominant, horrible, affreux, on voit ses narines. Voilà. Ensuite, c'est aussi quel effet, quel sentiment génère l'image. C'est quoi le sentiment qu'on a quand on regarde
ce film-là pendant ces 40 secondes. Je suis triste. Qu'est-ce qui est triste? Il n'y a rien qui est dit, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, c'est quoi qui est triste? Et donc, est-ce que le personnage est triste, lui, ou est-ce que c'est nous qui le sommes? Pourquoi nous on l'est? Voilà, un jeu, effectivement, sur les sentiments que ça génère, les images. Et comment ça peut générer ces sentiments-là? Et est-ce que nous, on peut produire ça? Est-ce qu'on peut, en utilisant les bons outils, en étant très investi, très intègre dans notre projet, est-ce qu'on peut arriver à générer ces sentiments-là chez les gens qu'on vise, chez le public qu'on vise? Would you like to rewrite it, Jerry? You've cheated me, Fritz. That's not what is in that script. It is. Oh non. Get the script, Francesca. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Valini? Ils se disputent pour les scénarios? Alors un film, bon, ça commence par une idée de film. On se met autour d'une table avec papier crayon et on essaye de voir de quoi le groupe a envie de parler, de quoi chacun, quel thème. Et chacun donne des idées, on prend un cahier, on note tout, puis au fur et à mesure, on élimine les choses qui sont... Parce que forcément, dans le temps du brainstorming, t'as tout et n'importe quoi. Donc ce qu'on disait, sachant que nous, on devait tenir compte de contraintes dans le temps, de contraintes matérielles, ça, les patients, eux, au départ, ils s'en soucient pas. Ils sont juste dans l'idée, on va faire un film. Alors je te dis pas, ils te sortent de ces trucs. Ouais, on aurait des mitraillettes, des machins. Bon, bah là, on va se heurter quand même à la dure réalité. C'est qu'éventuellement, je vais emprunter un pistolet en plastique. Très souvent, de manière assez naturelle, il y a toujours un thème qui va faire écho chez un autre, et il commence à le développer un peu. Donc, on fait toujours attention que tout le monde soit bien d'accord. Si tout le monde est d'accord, on part là-dessus, oui, ok. Donc, des fois, on peut être amené à voter. S'il y a plusieurs thèmes qui intéressent, on vote. Et c'est le thème qui a le plus de voix qui l'emporte. C'est des thèmes au début assez vagues. Une fois, c'était par exemple l'optimisme et le pessimisme. Donc, voilà. Puis ça intéressait tout le monde. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'est dit comment on peut lancer je sais pas si on peut dire des pistes, sans trop cadrer le truc et du coup empêcher plein de supports de création du coup qu'on jetterait. En même temps, j'ai envie de dire, voilà, préparer un peu le terrain, sans trop en dire, pas avec un jeu d'acteur, toi tu as tel rôle et du coup tu vas faire ça, tout ça on voulait pas. Une des difficultés, que ce soit en groupe ou en individuel, c'est encore plus crucial en individuel évidemment, c'est de pas décider à la place des patients du groupe, quoi. C'est de faire en sorte que ce soit leur projet. Voilà. Et donc moi j'avais cette charge-là. Par exemple, un patient nous dit, à une époque où Google Earth n'existait pas, il nous propose une vue du dessus en hélicoptère où on verrait les locaux qu'on devait filmer. Ensuite, bon, on va pas... Si aucun des patients n'est en capacité de dire « mais ça coûte cher un hélico », c'est à moi de lui renvoyer... Non, c'est pas possible un hélicoptère. Mais de lui dire, bon, combien ça coûte un hélicoptère? Est-ce que quelqu'un sait? Non, personne ne sait. Il faut qu'on se renseigne pour savoir combien ça coûte, savoir si ça rentre dans notre budget. Voilà. C'est-à-dire, essayez toujours de renvoyer la proposition à la personne qui la soumet pour qu'elle voit si c'est valide ou pas. Et donc ce patient-là était chargé par le groupe de téléphoner à l'aérodrome de Nancy pour savoir combien coûtait une heure d'hélicoptère. Il revient, il dit, non, mon idée d'hélicoptère, ça allait pas. C'est pas possible, on peut pas le faire. Alors, ça peut être une écriture collective comme ça, et puis il y a des temps quand ça peut être un peu bloqué. Moi, je peux être amenée à redonner une feuille à tout le monde et individuellement. On dit, bon, là, on en est là. Ce personnage, par exemple, on n'arrive pas trop à le déterminer, que chacun note comment il le voit, ce personnage. Ou que chacun écrive selon où on en est, qu'est-ce qui peut se passer maintenant. Voilà, et après on remet tout en commun, chacun lit un petit peu, et puis du coup ça relance la machine, les idées, et on continue l'écriture. Et quand l'écriture est bouclée en général, à peu près, c'est jamais figé, mais on sait à peu près comment ça commence, de quoi on parle et comment ça finit. On peut toujours être amené à rajouter des scènes, parce qu'en faisant, on se rend compte que, ah oui, là on ne comprend pas bien, pourquoi de ça, on passe à ça. Donc il faut rajouter une scène pour expliquer. Donc on rectifie au fur et à mesure du tournage. Donc après, il y a le tournage.
Il y avait toujours une personne extérieure aux scènes qui filmait. Et ça, par contre, on faisait tourner. C'est-à-dire que mon collègue et moi, on a aussi participé au film. On part beaucoup sur de l'impro, c'est-à-dire que les gens savent en gros ce qui doit se passer dans la scène. Ils savent en gros comment sont leurs personnages, les caractéristiques. Et après, on les laisse improviser. Parce que moi, j'ai remarqué que quand il y a des choses trop écrites, ça fige énormément le jeu, de ce que j'ai vu de mon expérience personnelle. Et il y a beaucoup plus de liberté et des choses beaucoup plus intéressantes qui arrivent dans l'impro. On a des personnes qu'on a dû aider un petit peu plus dans la création du rôle, mais il y en a certains, tu leur donnais 3 directives et hop là, c'est parti. Et là, tu te dis quand même, vu comment on t'avait décrit un peu le tableau clinique de cette personne-là, c'est surprenant. Donc là, on voit bien, comme on disait tout à l'heure, quand on met dans certaines situations, la personne a d'autres ressources. Hein. C'est la séquence 1. On va regarder ce qui est là. Alors, qui manque-t-il? Séverine? Oh, Séverine, elle vient jamais au rush. Ah bon, envoyez. La terreur blanche derrière moi. Chut, grave. Puis il manque Alexandre. Mais Alexandre, comme d'habitude, il est certainement à l'aéroport. Mais qu'est-ce qu'il fait toujours à l'aéroport? Mais je sais pas, il va tous les jours. Certainement pour attendre quelqu'un. À mon avis, il a des ennuis dans sa vie privée. Première artiste, un deuxième. Allons-y. Pousse-toi. Maman, Jean-François. Maman, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle aux deux. Ça vous ennuie? Et quand on bosse en fiction et que les patients se voient jouer à l'image, le premier temps de travail, c'est pas le dérochage technique, c'est qu'est-ce que ça vous fait? Et verbaliser avec la personne et être là à ses côtés. Et c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure dans la préparation avant la mise en place d'un projet. Dans la préparation, il y a toujours un soignant à l'image et le soignant dit bah, « Putain, la vache, j'ai une sale tronche aujourd'hui, je ne me voyais pas comme ça, ou là, il faut que je fasse gaffe demain. » Donc il va verbaliser les choses de ce que lui renvoie son image, de façon à ce que les autres se sentent en liberté de le faire pour eux-mêmes. Si on fait bien la phase de sensibilisation à l'image, de cadrage, d'apprentissage, etc., au bout d'un moment, on regarde les prises de vue qu'a cadré le cadreur du jour, et c'est pas le soignant qui va dire « elle n'est pas bonne, on va la refaire ». C'est pas le soignant qui va dire « ne pensez-vous pas que sur le papier on avait dit qu'il fallait voir machin et que là du coup on voit pas machin, donc est-ce qu'on le garde comme ça ou est-ce qu'on la refait ?» C'est un patient qui dit elle n'est pas bonne ta prise de vue, on voit pas machin. Voilà. Et donc dans le groupe, ça c'est vachement intéressant parce que cette parole-là, elle est portée par un des membres du groupe. Et le soignant, donc, peut rester à distance et ne pas donner l'impression de décider à la place des autres. Parce que même quand on dit prudemment, ne pensez-vous pas que, dans la tête du patient, ça peut être, c'est encore lui qui va décider, quoi. I'll be darned. On commence le montage en même temps que le tournage, hein, ça se fait un peu en parallèle. Quand on commence à voir quelques scènes, quelques plans, on les regarde, on commence à faire le montage et puis ça nous donne une idée un petit peu déjà de l'ambiance qu'on a et on continue en parallèle le tournage et le montage. Je trouve que la vidéo est singulière dans les activités d'expression qu'on peut proposer parce que la diffusion est inhérente au projet. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, personne ne fait de film pour qu'il ne soit pas vu. Et souvent, ça vient dans les discussions. Quand on tourne le film ou qu'on l'écrit, on dit « Ah oui, bon, est-ce que les gens vont comprendre ?» On sait qu'il y aura un éventuel public qui est là. Et il faut que ce public comprenne ce qu'on veut dire. Donc ça, c'est important. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, un nouveau participant ou un stagiaire, c'est tout de suite, et puis on montre notre film à Paris, aux rencontres. Donc ça, ils l'ont bien en tête. Les rencontres vidéo santé mentale, je les ai créées avec 2 collègues en 99. C'est 2 jours de projection et de débat et de rencontres autour des films qui sont réalisés par des patients
en psychiatrie. C'est-à-dire où le patient est sujet, quoi, et non pas un objet montré. Les rencontres vidéo en santé mentale sont organisées depuis 1999 par l'hôpital Maison-Blanche, l'association L'Élan Retrouvé et les CMEA, en partenariat avec la Cité de la Santé. Elles sont ouvertes à toute personne intéressée par l'utilisation de l'outil vidéo en santé mentale. Elles se déroulent chaque année à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le principe des rencontres est de projeter, dans un lieu unique, des films réalisés par des patients, le plus souvent dans le cadre d'ateliers thérapeutiques. Ça répondait au besoin aussi de réunir les gens qui faisaient des films, c'est-à-dire d'échanger vraiment du coup entre professionnels, mais pas seulement. C'est un temps très important, je crois, pour les patients. Ils savent qu'il y a cette échéance-là, ils sont fiers de montrer leurs films. En général, ils sont assez enthousiastes, toujours que le résultat est valorisant, et donc ils sont contents de le partager, ils sont contents de voir ce que font les autres. Voir à l'image, voir les autres à l'image, ça nous révèle des choses, on comprend des trucs de soi qui étaient très forts et qui nous mobilisaient très massivement et qu'on ne reconnaissait pas en nous-mêmes. C'est intéressant de les voir s'exprimer sur leur travail, comment ils ont réalisé ce film, de les voir répondre à d'éventuelles questions. On assume un statut et un rôle différent du rôle de patient. On est là en tant que réalisateur. On vient pour parler de son travail. Des gens nous renvoient des choses de notre travail. On tient encore une fois un rôle différent. Et on revient dans le champ social. Là. On partage quelque chose avec du monde autour de soi. Les amener à ça, c'est vraiment intéressant. Et là, ça rejoint une forme, encore une fois, de réhabilitation. Dans le sens où j'ai été capable de faire quelque chose que les gens regardent avec plaisir, qui les interroge, je suis capable de parler face à tout le monde. Si je suis capable de faire ça, peut-être je peux demander du pain à la boulangère du coin et puis lui demander comment ça va et des nouvelles de ses enfants et puis répondre à ses questions éventuelles. Je crois que des expériences comme celles que nous vivons, ces rencontres-là, font partie de ce large mouvement de déstigmatisation de la santé mentale et de déstigmatisation de la maladie. Je pense que c'est quelque chose de central dans notre travail. Ces journées montrent que nous pouvons être fiers de ce que nous produisons, nous pouvons être fiers et satisfaits de ces échanges, et nous savons que c'est une maladie comme une autre et que cette maladie doit nous permettre de rester dans la communauté. Et c'est un acte important de rester dans la communauté. Je crois que ces rencontres nous permettent de le faire au-delà de toutes les questions de créativité. Pour postuler, il faut remplir une feuille d'inscription. Il suffit d'aller sur le site et puis on doit trouver des coordonnées ou des moyens d'avoir le formulaire d'inscription. Et puis voilà, on remplit, on dit qu'on propose un film par exemple de fiction qui dure 20 minutes et puis on envoie le film avec. Quelqu'un qui présente un film pour la première fois a de fortes chances d'être programmé. Parce qu'on cherche qu'il y ait le plus de rencontres possible. Tout comme un film qui serait trop long, ça va être dur à programmer. Pas parce qu'il est long, mais parce que ça veut dire qu'il y aura moins de films, donc moins de gens qui vont se rencontrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas programmable non plus. Il va être mis en exergue, mis en avant, ça va être la créativité chez le patient, avec ce que ça suggère d'expression de soi-même. Et puis vraiment son expression personnelle qu'il va falloir qu'elle ajuste avec la volonté et le désir des autres. C'est ça aussi qui est intéressant dans la fiction. Dans un premier temps, tout est accepté. Voilà, on accepte toutes les idées et il y a des patients qui sont très productifs et qui peuvent produire des choses très délirantes. Et néanmoins, cette chose délirante-là, elle a du sens dans le film. Donc oui, dans le cadre du film, ce truc complètement délirant, on va le garder. Donc cette expression délirante de cette personne singulière-là, on la conserve
Et l'intérêt de la vidéo, c'est que pour arriver à réaliser ce truc délirant, il va falloir être excessivement rigoureux et dans la réalité, quoi. Par la suite est venu le film d'animation, parce qu'au bout de quelques temps, je ne sais plus trop exactement, quelques années, 3-4 ans, on s'est dit, mais le fait aussi d'être ergothérapeute et de manipuler la terre, de créer des choses, des décors, je me dis, mais ça, voilà, on aurait une telle liberté si on a envie en fiction, disant, bon, des fois les gens disaient, on n'a qu'à faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, quelque chose qui se passe à la montagne, dans un chalet à la montagne. Bah oui, mais bon, on n'a pas les budgets, on peut pas aller à la montagne. Et en animation, tout est possible, quoi. Et donc là, on a créé ce groupe, et voilà, les gens peuvent s'imaginer être sur une autre planète, quoi. C'est plus un souci, quoi. Dans le documentaire, ce qu'il y a de spécifique, c'est vraiment qu'on va se confronter à d'autres personnes. C'est-à-dire que ça ne va pas être des éléments de décor à l'extérieur comme pour la fiction, ça va être des gens à qui on s'adresse, on leur demande des trucs, on anticipe cette rencontre-là, on la prépare avec des a priori, on est confronté à la réalité de la personne ou des personnes, et il va falloir ajuster ce qu'on a préparé et puis ajuster dans l'instant. Et c'est intéressant cet ajustement à l'autre et cette idée qu'on va chercher un peu à comprendre la personne qui est en face de nous, au travers du dérochage de ce qu'elle a dit également, parce que voilà, on va relire ce qu'elle a dit, on va chercher à imaginer qu'est-ce qu'est cette personne-là, pour réduire son propos à quasiment rien, et que cependant ce rien-là soit elle, quand même, la respecte et soit ne trahisse pas ce qu'elle est. La vidéo était un recours qui était assez plaisant pour les patients, et donc on a conduit des projets, cette fois individuels, sur le mode du récit de vie. C'est-à-dire des patients qui s'adressent à quelqu'un, spécifiquement, leur psychiatre, l'équipe, leur famille, et qui vont écrire quelque chose d'eux qui leur paraît important à transmettre et dont ils ont le sentiment que ce n'est pas entendu. Une patiente qui avait écrit sur elle et sur son cursus sur l'idée du non-dit autour de sa maladie. Et elle a fait appel au thérapeute qui l'avait connue jeune, donc la salle était pleine de gens qui avaient travaillé avec elle, et elle a présenté ce document. Ce qui apparaissait dans le document, c'était ni plus ni moins que ce qu'elle disait depuis des années à tout le monde autour d'elle. Mais sous forme d'image, avec l'intégration de ce son, avec ce jeu-là, les gens ont été sidérés par ce qu'ils ont vu et ils sont allés vers elle en leur disant « Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Voilà. Et ça, pour moi, la vidéo, c'est ça. C'est pas inventer quelque chose que les gens n'auraient jamais dit, que leurs proches n'auraient jamais entendu, mais c'est le révéler différemment. Voilà, des fictions de groupe, des documentaires de groupe, jusqu'à des travaux très individuels de récits de vie, et puis des patients intégrés dans des projets institutionnels de captation d'événements, par exemple. L'atelier eucaryatide, c'est quand même très développé. On a eu, entre guillemets, des commandes. On avait des films demandés, en tout cas, donc, qui venaient s'ajouter un peu au projet créatif de l'atelier. Alors, je force aucun patient à participer à un projet institutionnel. Il n'y a pas de... Oui. La demande s'adresse à moi. Si les patients sont sensibles à la thématique et s'ils sont d'accord, je bosse avec eux. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de bosser avec eux, connaissant leurs difficultés de concentration, les problèmes de traitement, etc., de sensibilité au monde, à la foule, au groupe. Voilà, ils sont là. Et le fait d'avoir cette tâche-là à accomplir pour un groupe, un rôle à tenir, ça leur permet de se dépasser, de travailler dans des possibilités qu'ils ne s'imaginaient même pas. Et au final, on rend à l'institution un produit auquel ils ont participé. Donc c'est aussi une espèce de renversement de rôle qui est particulièrement intéressant, particulièrement dynamique. Ça lance un processus qui est très intéressant. Quand on produit un objet, est-ce qu'on peut le récupérer? Est-ce qu'il nous appartient? Est-ce qu'il appartient qu'à nous? Quand c'est un objet collectif, qu'est-ce qu'il va devenir? Où est-ce qu'on le met? Et ça, c'est des choses auxquelles nous, déjà en tant que thérapeutes, on réfléchit au préalable.
le film, tout comme une peinture, un patient peint, la peinture est à lui, à eux. C'est-à-dire que c'est l'œuvre morale, l'œuvre de l'esprit. On a quand même beaucoup discuté autour de la question du droit à l'image, et si une seule personne avait dit « moi je veux pas qu'on voit le film », on avait annoncé dès le départ qu'il était clair que si une personne refusait, alors on le gardait à usage interne du groupe, mais qu'il n'y aurait pas de projection. Par rapport au droit à l'image, on fait signer un document au patient dans la mesure où ces documents vont être présentés à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut l'accord du patient pour que le document soit présenté à l'extérieur. Il faut l'autorisation du patient pour que le film soit diffusé même au sein du groupe. C'est-à-dire qu'on voit le film est stocké ici, moi je suis garant du fait que personne d'autre que nous ne le verra. Si un patient le veut, et c'est la règle implicite, même explicite du groupe, c'est que on participe à un projet, on a, si on le souhaite, une version de ce projet. Donc à partir de ce moment-là, les autres doivent être d'accord et doivent manifester leur accord au travers d'une signature. Si la question du droit à l'image se pose, on pense surtout à celle des patients, mais celle des soignants, c'est plus une question de droit à l'image, ça devrait être une question d'obligation à l'image. C'est-à-dire qu'un soignant qui supporterait pas d'être filmé, je ne sais pas bien comment il anime un atelier vidéo. Il y a aussi le droit à l'image, si c'est dans un hôpital, une structure, de la personne morale qu'est l'hôpital. Au niveau de l'institution, il y a des règles et il faut les connaître. Alors elles ne sont pas toujours forcément, comment je dirais, pas si on peut dire cohérentes, mais pertinentes de notre point de vue. Mais elles existent. Et bon gré mal gré, on est obligé de s'y soumettre. On est soignant, appartenant à une institution, et il faut qu'on soit nous-mêmes en tant que soignants, comme on disait, responsables du cadre de son atelier, mais pas que, de faire respecter aussi les règles de l'institution. Mais dites, j'y pense, docteur de mes deux douleurs hypocondriaques, il me reste un doute en moi. Ça persiste, un détail, à régler au plus vite, une question subsidiaire. Docteur, j'insiste, docteur, dites, est-ce que j'existe? Une question qui est souvent posée, c'est celle de l'anonymat et du nom qui peut apparaître ou pas au générique. Sur un plan qui est très compréhensible et qui est un peu de l'anonymat par rapport aux questions de psychiatrie, vie normale, emploi ou autre, ça, c'est compréhensible. Moi, je suis partisan de non-anonymat, mais il ne faut absolument pas qu'il soit forcé, ça c'est évident. Et c'est-à-dire que ça fait partie du travail thérapeutique d'arriver au non-anonymat. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à d'une part dire c'est moi qui ai fait ça, c'est bien moi qui ai participé, c'est déjà une bonne chose. Parfois, le matériel fait cruellement défaut, et bien qu'on puisse effectivement faire des choses intéressantes avec 2 bouts de ficelle, 3 bouts de carton, après au bout d'un moment c'est limité. Donc c'est vrai que voilà, quand tu veux faire de la vidéo, quand tu as le matériel c'est quand même bien. On avait un petit caméscope à main, là, le truc ridicule, qui fonctionnait encore à cassette, d'où la difficulté de transférer ça jusqu'à l'ordi. On avait un petit micro extérieur, mais pareil, tu vois le truc là, tu vois le truc qu'il y a là, c'est du matos de pro. Là, on a, tu sais, le petit truc recouvert de mousse là, qui fait que quand il y a du vent, t'entends le vent et t'entends pas les dialogues. Au niveau de la caméra, on a 2 petites caméras comme ça, c'est des Canon HV30. Voilà, on met un sabot en dessous et on peut mettre ça sur un pied pour stabiliser. Je pense qu'un pied, c'est quand même indispensable aussi. Même si aujourd'hui, les stabilisations des caméscopes ont fait d'énormes progrès et qu'on peut envisager faire un travelling sans rendre malade la foule, malgré tout, un pied, c'est déterminant. Quelqu'un qui veut monter un atelier vidéo et qui donc va demander de l'argent à quelqu'un,
il lui faut un bon ordinateur et il lui faut une bonne caméra. J'entends par bonne caméra essentiellement une caméra qui permette de brancher un micro. Voilà, si j'avais à conseiller à quelqu'un de quelque chose, ce serait d'essayer d'avoir un caméscope qui permette de faire du son, quoi. Après, l'image n'est pas très importante. On fait de bonnes images avec des caméscopes pas très coûteux, mais du son, c'est pas possible. C'est Pinacle Studio 16, notre logiciel de montage. Donc là, on a les plans et puis en bas, on fait tout simplement des glissés, déposés. Et là, c'est pour le montage. On peut rajouter de la musique, des voix. Pour le montage, on tourne sur Premiere, Adobe Premiere Pro. On pourrait imaginer monter avec bien moins que ça, avec Movie Maker, pourquoi pas. Sauf que Movie Maker, c'est difficile d'être à l'image près, c'est difficile d'avoir plusieurs pistes son, donc dès qu'on va vouloir faire du son, si on veut faire des effets, ça devient compliqué avec Movie Maker. Ça permet un premier travail comme ça, avec un groupe. Je sais qu'il y en a qui font des films, qui arrivent aux rencontres, qui sont faits avec Movie Maker, qui sont faits avec Savantum Movie Maker et Final Cut, passant par Premiere, par Studio. La question du matériel, c'est un peu un faux problème, quoi. Je crois que quand il y a envie de faire des films, envie d'images, de films, on fait avec ce qu'on a. Alors, c'est vite dit, ça, et c'est facile à dire. Quand au Cariatide, on a tout ce qu'on veut. Ah, on clignote. Ça clignote? Bah écoute, c'est parfait. C'est pas beau ça? Dans 2 minutes, ça fume. Encore 1 minute et ça explose. Plus jamais de vidéo à bout.